on parle quand même beaucoup en coulisses de normalisation à venir, d'une année très importante sur le plan diplomatique, d'accord? Et on a senti notamment que Benjamin Netanyahou essaye, maintenant que la phase militaire est terminée, essaye de rentrer dans une phase plus fédératrice. On sent un ton conciliant dans ses communiqués, etc. Et donc, on va vers une année où le but, ce sera la stabilité politique pour engendrer des accords diplomatiques importants. Voilà, après ces émouvantes images et ces scènes que nous avons vécues lundi, ces scènes de retrouvailles entre les otages et leurs familles, on va parler politique ce matin. Et nous sommes ce matin avec Myriam Shermer, journaliste politique. Bonjour Myriam, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Olivier, Boker Tov. Alors, on va parler politique, bien sûr, parce que on ne peut pas sans parler politique en Israël, bien entendu. Et avant, quand même, de parler de politique, je voudrais vous demander votre sentiment à 48 heures de cette libération des otages vivants. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette journée ? Écoutez, c'était une journée incroyable à la fois d'émotion et de sentiment d'assister à l'histoire, hein, puisque c'est non seulement le retour de tous les otages vivants, en rappelant qu'on a encore 20 otages morts dans la bande de Gaza, bien entendu, mais aussi cette visite absolument folle et historique du président Trump et cette session extraordinaire à la Knesset. Donc, beaucoup d'émotions face à ce symbolisme en particulier. Presque 2 ans, jour pour jour, après le début de la guerre, 2 ans et 5 jours, il me semble, ouais. Le sentiment d'assister à l'histoire. Alors, on va quand même parler de ce qui se passe en Israël, plus d'un point de vue politique, à la lumière justement de ces développements, de la libération des otages, de cet accord aussi qui se dessine entre le Hamas et Israël sous l'impulsion du président Trump. Et d'abord, on va commencer par ce qui s'est passé lundi à la Knesset, puisqu'en Israël, comme Israël, on ne peut pas sans polémique, bien entendu, avec cette non-invitation de la conseillère juridique du gouvernement et du président de la Haute Cour de justice, avec des raisons qui sont invoquées par le président de la Knesset. Qu'est-ce que vous pensez de ces raisons qui ont été invoquées ? Alors, je vais vous répondre en donnant un contexte un peu plus large, Olivier. Vous savez, les précédents présidents de la Knesset connus, je pense par exemple à Yuli Edelstein, qui a rempli ce rôle pendant de longues années, je pense à Ruvi Rivlin, qui l'était avant d'être président de l'État à partir de 2014. C'était des personnalités issues du Likoud, mais qui ont rapidement pris une position, pris leur distance, ou en tout cas creusé un certain écart avec Benjamin Netanyahou. D'accord ? Politiquement parlant, être président de la Knesset, c'est très avantageux pour une carrière, pour une raison très simple, c'est que ils sont libres, ces gens-là, d'assister à beaucoup d'événements politiques, etc. Ils n'ont pas des responsabilités ministérielles, d'accord ? Et ils n'ont pas de commission. Donc en fait, c'est un rôle proéminent politiquement parlant qui permet de créer beaucoup de liens avec les électeurs, et beaucoup de personnalités politiques s'en sont servies pour construire leur propre profil et pour ensuite continuer leur carrière, souvent aux dépens de leur relation avec Benjamin Netanyahou, connu pour diriger le Likoud d'une main de fer. Tout ça pour vous dire, Olivier, qu'Olivier Ohana n'est pas comme eux. D'accord ? Olivier Ohana a décidé d'être un président de la Knesset d'une part, toujours très fidèle à Benjamin Netanyahou et aux luttes politiques menées par Benjamin Netanyahou, et d'autre part, pas quelqu'un qui allait sacrifier à ce qu'on appelle la mamlartiout en hébreu, donc l'esprit d'État, si vous voulez, en français, ou le côté fédérateur qu'on attend peut-être de ce genre de rôle, et qui est resté très politique. Et pour lui, il y a une lutte politique très importante entre la branche exécutive du gouvernement et la branche judiciaire. Et donc, il n'allait pas sacrifier, même en une occasion historique comme celle-là. Je vous avoue que, bien sûr, d'un point de vue israélien, je pense que c'est très destructeur hein, pour la suite, tout simplement, de l'existence politique en Israël. Ouais. Alors on va parler d'un autre sujet aussi, et je vais faire appel à votre talent de connaisseuse et de commenter la politique israélienne, et essayez de m'expliquer à quoi jouent Bezalel Smotrich et Ben Gvir. On a vu Bezalel, ces deux personnages politiques ont voté contre le plan du président Trump au gouvernement. On les a vus
plus particulièrement Bezalel Smotrich, serrer la main avec un grand sourire de Benyamin Netanyahou en le félicitant. Et puis hier, Bezalel Smotrich, qui était au Kafot Shniot à Sderot, a déclaré que le retour de l'implantation juive à Gaza dans quelques mois, dans quelques années, on a du mal à comprendre ce qu'ils veulent exactement. Et ils restent toujours au gouvernement. Voilà, c'est ce qui s'appelle être un fauteur de troubles, d'accord, un partenaire politique pénible. Évidemment, Benjamin Netanyahou se serait bien passé d'une déclaration comme celle-là hier de Bezalel Smotrich à propos du retour des implantations juives dans la bande de Gaza. Une déclaration qui ne manquera pas de faire le tour du monde, et puisqu'on est en train d'en parler, nous, en français, d'ailleurs. Regardez, je pense que en fait, vous me demandez pourquoi ils n'ont pas quitté le gouvernement, comme ça a été le cas, notamment que Itamar Ben-Gvir a quitté le gouvernement en janvier, lors du précédent accord de libération. Tout simplement, je pense que, ils regardent les sondages et leur situation n'est pas glorieuse, donc il n'y a pas grand-chose à gagner. Et deux, je pense que on parle quand même beaucoup en coulisses de normalisation à venir, d'une année très importante sur le plan diplomatique, d'accord, et on a senti notamment que Benjamin Netanyahou essaye, maintenant que la phase militaire est terminée, essaye de rentrer dans une phase plus fédératrice. On sent un ton conciliant dans ses communiqués, etc. Et donc, on va vers une année où le but, ce sera la stabilité politique pour engendrer des accords diplomatiques importants. Et je pense que ça, Bezalel Smotrich notamment, il le comprend. Il comprend qu'il n'y a pas grand-chose à gagner maintenant à renverser la table et à quitter le gouvernement en claquant la porte, d'autant plus, encore une fois, que en particulier lui, sa situation dans les sondages est vraiment catastrophique. Il est sous le seuil d'éligibilité, donc il n'a vraiment pas grand-chose à gagner à avancer les élections à maintenant. Et donc, je pense qu'il veut vraiment pouvoir profiter de ce que cette année va pouvoir apporter, des résultats que le gouvernement ne manquera pas de s'attribuer, et éventuellement de commencer sa campagne politique plus tard. Et je pense qu'Itamar Ben-Gvir est un peu dans la même situation. En janvier, quand il a claqué la porte et qu'il a tenté un bras de fer avec Netanyahou, souvenez-vous qu'il l'a fait sortir de l'hôpital. Vous vous souvenez de cette séquence très dégradante. Voilà, ça a rien fait pour lui politiquement. Les gens n'apprécient pas ce genre de choses. Donc pour l'instant, ils attendent une meilleure opportunité politique, je pense. Surtout, il faut le rappeler qu'on est en 2026, en tout cas on rentrera dans une année d'élection. Si les élections, bien entendu, doivent avoir lieu au mois de novembre, si elles auront lieu en leur temps. Et ça, c'est une question. Ce ne sera pas novembre de toute façon. Ce sera... Alors, la date officielle, c'est fin octobre, le 27 octobre, si je ne dis pas de bêtises, et ça correspond au calendrier hébraïque. Donc, il faut bien comprendre qu'en général, c'est 4 ans et demi après le dernier scrutin, d'accord, en fonction du calendrier hébraïque, en sachant que la raison pour laquelle vous ne le savez pas, Olivier, c'est parce que c'est extrêmement rare en Israël d'arriver à la date officielle, d'accord. Depuis 1984, toutes les élections ont été anticipées en Israël, d'accord. Moi, je suis née en 84, donc depuis que j'existe, d'accord, les élections sont toujours anticipées en Israël, donc c'est pour ça que personne ne sait réellement. En réalité, Benjamin Netanyahou, il a deux choix. Soit d'attendre la dernière minute, à savoir début septembre l'année prochaine, d'accord, parce qu'après, il y a les fêtes juives, le tunnel des fêtes, et Rosh Hashanah tombe très tôt l'année prochaine. Il me semble le 11 septembre ou quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce serait début septembre, voilà. Soit d'anticiper un petit peu et de faire ça en juin, d'accord. Mais c'est à peu près le calendrier. Dernière question, elle concerne, on va revenir au discours de Donald Trump à la Knesset, ce discours vraiment historique où pendant plus d'une heure, il a fait de nombreuses déclarations. Et puis, il y a eu cette déclaration quand même totalement incroyable qu'il a faite en s'adressant au président de l'État, où il a demandé justement d'accorder une grâce présidentielle à Benyamin Netanyahou. Est-ce que vous pensez que c'était prévu avec le Premier ministre ou que c'était totalement improvisé ? Alors, je ne savais pas, quand vous m'avez posé la question, si vous alliez me parler de ça ou du shlom bayit qu'il a essayé de faire entre Netanyahou et Lapid, qui était aussi pas moins extraordinaire. Alors, il l'a dit dans l'avion du retour, puisque Trump adore discuter avec les journalistes, et donc il leur a dit que il ne savait pas jusqu'à la dernière minute s'il allait le mentionner ou non, l'histoire de la grâce présidentielle. Il ne fait pas mystère en Israël et dans le système politique que c'était le cas il y a quelques mois, rappelez-vous, c'est pas la première intervention. C'est à l'ordre du jour. Voilà, c'est pas la première fois qu'il s'exprime sur ce sujet. Je pense que Trump et Benjamin Netanyahou sont liés
par le sentiment chacun d'avoir été persécuté par leur système judiciaire respectif, d'accord? Ça contribue à l'espèce de mythologie qu'ils ont construit autour de leur carrière politique. Je suis tellement extraordinaire, personne n'arrive à m'arrêter, et donc les petits juges ont essayé de me traîner dans des affaires, etc. Donc Trump est très, je pense, sympathique à cette cause-là. Et au-delà de ça, par rapport à cette intervention qu'il a essayé de créer entre Lapid et Netanyahou, je pense que Donald Trump essaye de créer les conditions pour de la stabilité politique en Israël. On a parlé tout à l'heure des déclarations fracassantes de Smotrich. C'est pas quelque chose dont Trump veut, puisque Trump veut la normalisation. Et la normalisation, ça veut dire au moins de donner le sentiment qu'Israël respecte une feuille de route qui aboutirait à une solution à deux États, ou en tout cas à une solution politique pour les Palestiniens. Donc il veut une stabilité politique en Israël, et il veut un gouvernement plus centriste qu'il n'y a pour le moment. Donc le scénario, je pense, idéal pour la Maison-Blanche, ce serait que le sionisme religieux quitte la coalition et soit remplacé par Yair Lapid, Gantz, etc., des partenaires beaucoup plus centristes et beaucoup plus acceptables sur le plan de la scène internationale. Et tout ça, ça va se passer normalement au retour de la Knesset qui doit avoir lieu dans quelques jours, hein, si je ne me trompe pas, la semaine prochaine? La semaine prochaine, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc de nouvelles aventures en perspective et encore beaucoup de travail pour vous, Myriam. Exactement. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous, Myriam Shermer. Merci. Boker Tov. Bonne journée.